Nous sommes en Yakoutie, au cœur de la Sibérie, où la densité de population est d'environ 1 habitant par kilomètre carré. Ici, les espaces sont immenses, entrecoupés de temps en temps par des routes interminables. Mais aussi par des gazoducs qui les longent fidèlement et qu'il est interdit de filmer de près. Celui-ci a été baptisé « la puissance de la Sibérie ». Long de 3000 km, le gazoduc plonge vers le sud pour descendre jusqu'à la ville de Blagoveshchensk avant de traverser la frontière chinoise pour alimenter son industrie. Nous sommes des journalistes et photographes russes et nous avons voulu rencontrer les habitants de cette région située à des milliers de kilomètres de Moscou. Partisan. Pourquoi tu pleures? Gennady est l'un des habitants qui vit à proximité de cette autoroute du gaz. Mais comme la plupart des gens ici, il ne profite pas de cette ressource naturelle, ni de l'argent qui en découle. C'est très, très difficile. Le village est en train de mourir lentement. Rien ne se passe ici. Ils n'ont même pas encore goudronné cette rue. Il reste encore un quartier sans bitume là-bas. Ils ont commencé à goudronner, mais ils ont abandonné. Soi-disant, il n'y aurait pas assez d'argent pour payer tout ça. Loin des grandes villes, la vie quotidienne ressemble à celle d'autrefois. La seule modernité visible passe par cette route qui permet l'acheminement des marchandises nécessaires à l'exploitation du gaz. Aujourd'hui, faire notre travail de journaliste dans notre pays peut nous amener à la prison. Nous devons rester anonymes et surtout changer rapidement de lieu pour ne pas éveiller les soupçons. Zoya est arrivée ici dans les années 80 avec pour objectif de participer au plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'Union soviétique en tant qu'ouvrière des chemins de fer. À cette époque, le pouvoir communiste avait pris la décision de rompre l'isolement de la région en construisant une immense ligne ferroviaire, attirant ainsi des soviétiques des 4 coins de l'Empire. Leur salaire était plus élevé qu'ailleurs, et Zoya aime se replonger dans ce passé idéalisé. Quels sont vos souvenirs de cette époque? À cette époque, on vivait comme des frères. Il y avait des gens complètement différents. Ils venaient de partout. Il y avait tellement de nationalités. Nous mangions en commun et buvions dans la même tasse. Ouais. Nous nous soutenions tous. Nous ne fermions jamais nos portes. Tout était commun. Ce n'était pas comme maintenant. Aujourd'hui, nous ne connaissons même pas nos voisins. Avant, c'était intéressant. Arrivée à l'âge de 25 ans, Zoya n'est jamais repartie. Aujourd'hui, elle est assistante maternelle. Elle a fait sa vie ici, dans ce coin reculé de la Sibérie, qui, après la chute de l'Union soviétique, s'est peu à peu vidé de ses habitants. L'école maternelle, tout comme les habitants, n'a jamais bénéficié des ressources naturelles de la région et n'est plus que l'ombre d'elle-même. Combien d'enfants y a-t-il dans la garderie? Eh bien, quand je suis arrivée en 1982, il y en avait 116 et maintenant, il y en a 35. Et vous chauffez au gaz? Au charbon. Pourquoi pas au gaz? Au charbon. Pas au gaz? Pas encore. Promettent-ils de fournir du gaz? Eh bien, ils en ont parlé, mais je ne sais pas encore. Il y a une conduite de gaz près de chez vous. Eh bien, peut-être qu'ils l'installeront. Et les gens ne sont pas mécontents? Pourquoi faire? Eh bien, ils vendent aux Chinois, mais il n'en reste pas pour nous. Ils vendent même la forêt à la Chine. On ne se mêle pas de politique. Ici, comme ailleurs en Russie, nous avons appris à ne pas nous mêler de politique, à ne pas dénoncer les injustices,
à ne pas profiter du gaz et des montagnes d'argent qu'il draine dans les poches de quelques-uns au détriment de tous. Même la route, pourtant choyée par un régime toujours prompt à valoriser au mieux ses ressources naturelles, semble souffrir par endroits d'un manque criant de moyens. Pourtant, pour aller d'un village à un autre, il faut parfois faire des centaines de kilomètres. Un peu à l'écart de la route, une maison abrite Radioul et Timancha, des évenques appartenant à une petite communauté autochtone au bord de l'extinction. Après avoir été marginalisées à l'époque soviétique, les ethnies de Sibérie ont vu leurs terres ravagées par les exploitations minières. Золото вот здесь навалом, вот, выходи дорой вон. Все есть там, и уголь, все есть этот. И этот, как называется, уран. Tout le monde est en colère. Est-ce que le village devient plus riche parce qu'il y a de l'or à proximité? Tu crois qu'ils nous donnent leur argent? Nous ne savons même pas où vont ces fortunes. À Poutine ou ailleurs? C'est pour lui-même ou pour ses copains? Que faites-vous en général dans le village? Глянцем будем заниматься. А что, это правда? От пьянки умирают люди. Культура. Ну, а что, правда? А что, нет, что ли? С утра до вечера такие, как гоблины или как говорят. Boire pour oublier, boire pour ne pas penser et pour ne pas pleurer. Accepter sans se plaindre une vie au confort sommaire. Les toilettes sont-elles à l'extérieur chez tout le monde? Oui, c'est comme ça depuis toujours. Nous sommes obligés d'aller dehors. Il fait froid? Bien sûr. Chez vous, dans les grandes villes, c'est le confort. J'ai plus de 80 ans et j'ai toujours été aux toilettes dehors. Depuis la guerre en Ukraine, le volume de gaz qui transite par le pipeline Puissance de Sibérie a augmenté de 66%. Mais la région demeure l'une des plus pauvres de Russie. Nous sommes loin des rêves de puissance. Par exemple, ce village, comme d'autres, après avoir connu la fièvre de l'or dans les années 80, s'est vidé peu à peu de ses habitants. Aujourd'hui, il s'est transformé en lieu fantôme, englouti par la forêt qui a repris ses droits. Nous avalons les kilomètres, parfois sans rencontrer âme qui vive. Comme s'il y avait encore quelque chose à fêter, de jeunes mariés surgis de nulle part viennent prendre des photos aux couleurs de la Russie, grâce à des fumigènes blancs, bleus, rouges. Étape suivante, Sivaki, 1200 habitants. Loin de tout, il manque de presque tout. L'hôpital le plus proche est à 3 heures de route. Maria, autrefois ouvrière, est inquiète pour les nombreux jeunes du village partis en Ukraine. Hier, ils ont amené d'urgence un jeune homme sur une civière. Il a fait la guerre en Ukraine et y a été blessé. Sur le front, les médecins ont retiré des éclats d'obus, sauf 2. Du coup, ça s'est infecté et des gars l'ont emmené à l'hôpital dans un état si grave qu'il se demandait s'il allait survivre au trajet. J'ai moi-même un petit-fils là-bas en Ukraine. Pourquoi cette guerre est-elle nécessaire? Je me demande, quand se terminera-t-elle?
Et comment se terminera-t-elle? Dans le journal, ils annoncent le nombre d'extrémistes ukrainiens tués. Mais j'ai l'impression qu'ils ne disent rien sur nos soldats. Et à la télévision, ils ne disent rien. Comme si nos gars ne mouraient pas. Pourtant, à Sivaki, nous avons déjà eu au moins 3 morts. 2. 2 qui ont été récemment enterrés. Je prends la vaisselle. Je vais la laver dehors. Voici la cave. Le sous-sol est complètement rempli de pommes de terre. Il fait sombre pour les conserver. C'est ainsi que vit la grand-mère ici. Pour Maria et Tatiana, le conflit en Ukraine est à la fois lointain et proche. Tout en se déroulant à des milliers de kilomètres, cette guerre les affecte au-delà du nombre de morts qui s'accumulent. Tous les pays se sont ligués contre nous, comme des bêtes. Ce sera probablement encore pire. La guerre coûte cher. Il faut donc de l'argent. Le gouvernement a déjà collecté de l'aide. Ici aussi, la mairie a collecté de l'aide. La Russie vient d'annoncer que ses dépenses militaires augmenteront de 70% en 2024, soit 6% du PIB et 30% des dépenses fédérales. Dans ce contexte, à l'image de Maria et Tatiana, les habitants de la Sibérie ne pourront toujours pas compter sur les aides publiques pour les sortir de leur misère. Cependant, partout, y compris dans les villes, les Russes restent fatalistes. Yurta, un village à l'histoire tragique. Pendant des années, il a centralisé l'administration locale des camps de travail staliniens. Aujourd'hui, 500 habitants vivent encore ici, comme Valentina. Je vais préparer du thé maintenant. Le chat a mis du bazar, il faut que je nettoie. Aujourd'hui à la retraite, elle peint des toiles qui mixent religion et propagande. Ce monstre à 3 têtes symbolise l'ennemi intérieur et extérieur. L'Europe et l'Amérique sont nos ennemis. C'est pour ça que je les dessine ainsi. Elle habite dans une petite maison en bois en compagnie de son fils de 30 ans. Sa pension d'à peine 200 € par mois lui permet tout juste de survivre. L'hiver, elle se chauffe au bois, n'étant pas connectée, comme tous les habitants d'ici, à un réseau de gaz. Entre 1930 et 1960, jusqu'à 120 000 prisonniers, dont le célèbre écrivain Solzhenitsyn, ont vécu ici. De ce sinistre passé, il ne reste que quelques ruines. Beaucoup de gens ont été fusillés ici. En fait, le village se trouve pratiquement sur les restes de ces personnes. Quand nous étions petits, nous allions nous baigner dans la rivière. Souvent, nous trouvions des restes humains, surtout des crânes, des os de la main ou du pied. Bref, des restes humains. C'était vraiment terrifiant. À l'époque, ils étaient considérés comme des ennemis du peuple. Mais quand on y réfléchit maintenant, ils étaient plutôt des héros. Ils n'étaient juste pas d'accord avec la politique de Staline. Ils étaient pour la plupart éduqués, intelligents, instruits. Et pensez-vous qu'encore aujourd'hui, il y a des gens comme ça, des gens qui, pour des raisons politiques, deviennent des ennemis? Ah oui, il y en a beaucoup. Mais Valentina a d'autres sujets d'inquiétude, comme l'usine de gaz située à proximité, qui occupe la plupart des discussions. Retranchée derrière la forêt, elle est considérée comme un site stratégique et est donc très surveillée. Pourtant,
les gens d'ici ne se sentent pas du tout rassurés. L'usine de Gazprom est très proche et menace le village. L'usine a déjà explosé au moins 5 fois. Nous l'avons vu. Une fois, le tuyau a explosé. Une énorme colonne de flammes s'est élevée. Nous avons tout vu et même ressenti les explosions dans notre corps. Nous pensions qu'ils allaient nous reloger, mais non, personne n'a rien fait. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. L'une d'entre elles dit qu'ils nous laisseront mourir. Bref, jamais personne ne se battra pour notre vie. Nous ne sommes plus très loin de la frontière chinoise. Les conditions de circulation se sont améliorées, signe peut-être d'échanges réguliers avec son puissant voisin. Cette année, les exportations chinoises vers la Russie ont augmenté de 75%. Là, cachée dans la forêt, se trouve la base Svabodny 21. Il s'agit d'une ancienne base nucléaire de l'armée russe. Jusqu'à il y a 15 ans, elle n'était même pas signalée sur les cartes. La base est devenue un terrain de jeu pour les enfants. Non loin des appartements de leurs parents, ils jouent au milieu des gravats et du matériel abandonné par les militaires. À l'époque, la base disposait de tout le confort moderne, contrairement à aujourd'hui. Il y avait une piscine, des commerces, des infrastructures médicales, une administration. Désormais, les habitants manquent de tout. Anastasia et sa famille n'ont nulle part ailleurs où aller, alors ils restent. Même s'ils savent que le niveau de radiation est anormalement élevé. Les gens sont très malades. Ceux qui travaillaient ici sont déjà morts du cancer. Y a-t-il de l'aide matérielle si c'est tellement dangereux de vivre ici? Et qui va aider? Auparavant, des experts munis d'instruments de mesure sont venus et ont dit qu'il y avait un niveau de radiation élevé dans la région. Ils nous ont dit qu'il fallait boire un verre de vodka et manger une pomme par jour. Le fatalisme de nos concitoyens nous étonnera toujours. Mais plus rien ne surprend Tatiana, la fille d'Anastasia. La vie ici semble normale, mais pour les enfants, il n'y a nulle part où jouer. Nous avons demandé de l'argent pour construire un terrain de jeu. Ils ont donné 1 million de roubles, mais ils nous ont repris cet argent. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas construit ce terrain de jeu. Ils ont dit qu'il y avait la guerre en Ukraine et que du coup, ce n'est plus le moment de construire des espaces de jeu. Larissa est une ancienne cuisinière de la base. Elle est inquiète pour l'avenir, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Il y a quelques mois, un jeune homme d'ici est parti comme volontaire. Il est resté là-bas moins d'1 mois. Il était stationné dans une caserne où il y avait plus de 300 personnes regroupées dans un bâtiment. Alors les Ukrainiens ont utilisé un drone. C'est tout. Il est revenu au village dans une toute petite boîte. Désormais, seuls les vieux et les enfants sont encore là. Beaucoup de jeunes ont été mobilisés. Rares sont ceux, comme Semyon, à avoir la chance de rester encore dans leur maison. Mais pour combien de temps? J'avais des amis proches qui ont servi dans l'armée, mais ils sont morts aujourd'hui. Alors je suis allé à l'église, pour eux. J'ai allumé une bougie pour le repos de leur âme, pour les commémorer et aussi pour me préparer émotionnellement. Parce que c'est une réalité qui m'attend aussi. Nous sommes tous dans le même bateau. Je sais qu'un jour, ils vont m'envoyer là-bas pour aider.
À l'Église, j'ai aussi demandé la santé et de consolider notre patriotisme. Le patriotisme, c'est notre foi, c'est notre pays. La foi en l'avenir, en nos capacités, en notre famille. L'Église orthodoxe russe est, depuis le début du conflit, un précieux soutien à l'effort de guerre, au prix de nombreuses vies perdues. Officiellement, le gouvernement déplore 6000 soldats tués. Officieusement, ils seraient au moins 10 fois plus nombreux. Tout au long de la route, les villes ou les villages dénombrent des pertes. Beaucoup de jeunes, attirés par l'argent et l'aventure, se sont engagés. Nombreux sont ceux qui ne sont jamais revenus. Nous arrivons à Blagoveshchensk, la plus grande ville de la route du gazoduc. Elle rassemble près de 240 000 habitants. Suite aux sanctions occidentales, les tuyaux de la puissance de Sibérie relient désormais le réseau chinois qui se trouve juste là, de l'autre côté du fleuve Amour. Pour Sergueï, un électricien de la ville, cette nouvelle direction du gaz participe à la bonne entente actuelle entre la Russie et la Chine. Mais cela n'a pas toujours été le cas. À l'époque de Mao Zedong, nous avions peur de la Chine. Il montrait volontiers les dents. Il avait des revendications territoriales. Mais ensuite, tout s'est calmé. Ils sont eux aussi passés à l'économie de marché. La Chine est également devenue elle aussi un acteur de cette économie. Et du coup, à quoi bon se quereller? Nous sommes désormais amis. Une amitié naturelle pour beaucoup d'habitants de la ville qui apprécient le soutien de la Chine à leur pays depuis la guerre en Ukraine. Nous avons complètement basculé vers l'Asie. Et cela doit être ainsi, car nous sommes les descendants des Tataro-Mongols. De toute façon, du sang tatar coule en nous. L'Asie nous est plus proche, par la mentalité et par le sang. Notre voyage se termine ici, loin de l'Europe et de l'Ukraine, dans une Russie qui veut regarder ailleurs et ne pas se préoccuper des conséquences de la guerre.